à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le pavillon de la francophonie à Kinshasa où nous sommes à l'occasion des Jeux de la francophonie du 28 au 6 août. Aujourd'hui, nous parlons sport et comment le sport a le pouvoir de changer le monde. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Nelson Mandela et elle résume, je pense, bien à elle seule l'impact que le sport peut avoir sur nos sociétés, mais également le rôle qu'il peut y jouer. Et pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Francis Drouin, qui est le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et Madi Natal, qui nous vient de Côte d'Ivoire et qui est la porte-parole du Parlement francophone des jeunes. Monsieur Drouin, est-ce que, avant d'aborder la question du pouvoir du sport, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de ce qu'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Absolument. Premièrement, je tiens à remercier la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux à ces Jeux de la francophonie. Qu'est-ce qu'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Nous sommes 91 membres, dont 75 États partout à travers le monde. Et je suis fier de dire que la RDC est un membre très, très actif de l'APF. Et nous avons la chance d'avoir des échanges entre parlementaires, justement, sur des questions dont le numérique, dont le sport. On a plusieurs commissions, le réseau des femmes, le réseau des jeunes. Nous savons que la jeunesse prend de plus en plus de place. C'est important de donner la place à la jeunesse. Donc, à l'APF, on aborde toutes sortes de questions entre parlementaires. C'est un forum pour avoir des échanges, justement, et c'est pas les pays nord qui dictent quoi faire. On apprend, moi j'apprends, je suis député du Canada, j'ai la chance d'apprendre autant des échanges culturels que j'ai avec des pays de l'hémisphère sud et je trouve que pour moi c'est un enrichissement très personnel que je trouve que jamais je n'aurais eu accès à cette chance-là sans l'APF. Vous parlez de donner la place et la parole aux jeunes, vous êtes vous-même le plus jeune président de l'APF. Ouais. Et nous avons la porte-parole du Parlement francophone des jeunes. Ouais. Est-ce que, Madina, tu peux nous expliquer un peu ce qu'est ce Parlement? Bien sûr, avant tout propos, je suis très heureuse d'être ici en RDC, pays très chaleureux dans toute sa diversité. C'est vraiment un honneur d'être là aujourd'hui. Comme son nom l'indique, le Parlement francophone des jeunes est un parlement qui est fait par les jeunes et pour les jeunes, et un parlement à travers lequel nous sommes initiés au travail parlementaire, qui rassemble des jeunes âgés dont la tranche d'âge varie entre 18 et 23 ans, qui sont donc au cœur de la réflexion autour des enjeux mondiaux, le numérique, le changement climatique, les questions politiques, qui sont intimement liées à la conviction des jeunes de porter une nouvelle vision de l'Afrique au sein de la compétitivité internationale. Merci Madina pour cette présentation du Parlement francophone des jeunes que nous connaissons de mieux en mieux à travers tes différentes prises de parole et participations. Comme l'a dit Monsieur Drouin, l'APF s'occupe de questions de sport et c'est quelque chose donc, que nous avons beaucoup débattu sur ce pavillon dans le cadre des Jeux de la francophonie. Et nous l'avons évoqué sur plusieurs palabres que j'invite tous les spectateurs à regarder, des palabres très intéressantes. Et nous avons beaucoup évoqué cette question du sport comme un vecteur d'implication dans sa communauté. Parfois, c'est même le premier moyen qu'ont les jeunes et les membres d'une communauté de s'y impliquer et d'apprendre des valeurs. Et je voudrais savoir, pour vous, en quoi est-ce que le sport peut être un vecteur de promotion des valeurs de citoyenneté? Oui, si je peux me le permettre. D'ailleurs, on a un membre de l'APF qui s'est penché sur cette question et j'invite les gens, auditeurs et auditrices, à visiter notre site web. C'est un sénateur français, Philippe Mouilly, qui a écrit un rapport, mais avec la contribution de tous nos membres. Et pour ma part, le sport, comment on fait pour développer des valeurs qui sont respectées par la société. Vous savez, moi, si je peux parler d'un enjeu, la défaite, l'échec fait partie. C'est autant frustrant que ça peut être, que ce soit pour les spectateurs lorsque notre équipe perd, mais surtout pour les joueurs ou les joueuses qui participent à ce sport. L'échec fait partie de la vie. Hein. Je trouve que c'est une valeur qui nous aide à foncer dans la vie. Et une valeur que je peux rajouter en termes de politique. On a un débat. Hier, j'ai participé à la compétition de judo, mais toujours à la fin, il y a ce respect-là de se pencher envers notre adversaire et d'avoir le respect
envers notre adversaire. Donc, en politique, souvent, oui, on peut avoir des échanges qui sont frustrants parfois, avec que ce soit l'opposition, avec nos adversaires politiques, mais il y a quand même ce respect-là qu'on doit développer. Et le sport, je trouve que c'est un bon vecteur, justement, de développer ces valeurs-là. Oui, effectivement, le sport, dans son essence même, est régi par un ensemble de valeurs et de principes universels qui dépassent, à mon avis, la seule personne du sportif. Ce sont les valeurs de discipline, de respect, de solidarité, d'égalité, qui sont des valeurs nécessaires pour notre cohabitation et notre coexistence pacifique dans la société. Et pour aller un peu plus loin, je pense que le sport en lui-même a quelque chose de particulier, qui fait que, selon moi, c'est un mariage de raison entre tous les âges et tous les moments, parce qu'il permet à toutes les couches de la société, y compris les jeunes, justement, de s'éduquer au respect des devoirs et des droits qu'incombent aux citoyens, de partager un certain nombre de valeurs, de principes, de partager les symboles de la République à laquelle on se sent appartenir, dans un moment où on affirme son patriotisme, sa fierté nationale, dans un moment de sport partagé et où autour également d'un socle fédérateur qu'est la nation. Et je pense qu'au-delà de la citoyenneté, de la nationalité, le sport est ce pont-là d'acceptation de toutes les divergences et des différences. Et c'est en cela que le sport est également synonyme de diversité, d'intégration et d'inclusion. Tu viens de soulever un point, Madina, qui est extrêmement important et qui est extrêmement puissant. C'est le sport comme ciment fédérateur. Ciment fédérateur d'une communauté, ciment fédérateur d'une identité, ciment fédérateur d'une appartenance à un même pays, à un même peuple. Et comment est-ce que ce sentiment d'appartenance, ce sentiment fédérateur qu'évoque le sport, que peut mettre en place le sport, peut se répercuter sur le politique, ou peut même inspirer le politique et la vie politique? Non, Président, je vous en prie. Si je prends mon exemple au Canada, on travaille encore sur le foot. On n'est pas là encore, mais nous, notre sport, c'est le hockey. Je dis toujours, oui, on est fiers, on est fiers d'être Canadiens, mais on est quand même modeste. Les drapeaux sont là, mais on les sort une fois par année à la fête, le 1er juillet, qui est notre fête nationale. Mais quand c'est le temps du hockey, que ce soit aux Olympiques ou les championnats mondiaux, tout le monde est fier d'être Canadien. Surtout, on a des attentes hautes. Il faut gagner la médaille d'or, mais le sport, je crois, ça permet d'oublier parfois notre quotidien. Tout le monde, on vit des problèmes, et le sport nous aide à oublier notre vie quotidienne et à être très fiers d'être citoyen de notre communauté, de notre pays. Et je le sais qu'à travers le monde, le foot est quand même le sport le plus populaire, mais même nous, au Canada, on avait des petites chances, mais les gens étaient très fiers. Finalement, on a la chance de peut-être accéder. Je trouve que, justement, le sport fait ressortir cette espèce de fierté de notre propre pays. Ça donne un vecteur à ça. Oui. Exactement. Non, bien sûr, le président a tout à fait raison. Et puis moi, j'aimerais ajouter que à travers le sport, on a une sorte d'effacement des intérêts politiques. C'est-à-dire, on a une sorte de drapeau blanc qui est levé, qui permet d'effacer les intérêts politiques, les intérêts géopolitiques, quoique existants. Mais quand même, en temps de sport, on a un nouveau récit à raconter. Il y a un narratif qui attire les personnes, qui mobilise les foules et qui arrive à convaincre les personnes, justement, de laisser la violence au détriment de la paix, de la cohésion sociale, autour des équipes nationales, autour des hymnes également, qui sont un moment fort partagé entre les populations et les communautés. Et je pense que c'est cela aussi la beauté du sport, c'est cette passerelle-là vers la paix, vers le développement et la cohésion entre les communautés. Mais justement, comment est-ce que le politique peut s'inspirer de cet aspect de passerelle vers la paix, de cette passerelle fédératrice, et essayer de l'appliquer ou de le répliquer dans la vie politique pour amener peut-être un apaisement là où il y a des tensions, une plus grande compréhension? Oui. Je pense que très généralement, les politiques ont tendance à se reposer sur des figures emblématiques du sport mondial, du sport africain, qui sont aujourd'hui des ambassadeurs de paix
pour l'Afrique et dans leurs différents pays. Je pense notamment à Didier Drogba, pour parler du foot, Samuel Eto'o, Sadio Mané, Muriel Aouré, j'en passe, qui sont aujourd'hui des figures utilisées pour inspirer la jeunesse, pour apaiser les cœurs et pour être en fait ce point focal-là de toutes les exaltations nationales, pour raconter aussi un nouveau récit. Et c'est vrai, je pense qu'on aura le temps d'en parler, le sport est aussi un outil essentiellement politique et aussi de diplomatie douce, je pense qu'on reviendra là-dessus, mais je pense que les politiciens et les politiques n'ont pas d'autre choix, parce que traînant, c'est beaucoup de casseroles, n'ont pas d'autre choix de s'inspirer et de se reposer sur des figures emblématiques comme ça qui inspirent la jeunesse et qui sont, à mon avis, ce porte-étendard d'une nation pacifique, d'un moyen d'épanouissement à travers le sport, justement pour apaiser les cœurs et refaire de la nation un lieu d'expression pacifique. Je crois que, et Madina, vous avez raison, mais aussi le symbole que ça représente lorsque, il faut dire, des fois en famille, on a des conflits, on n'est pas toujours d'accord et les États parfois ont certains conflits, mais j'en ai parlé tantôt, la poignée de main, le respect envers notre adversaire, ça peut être une inspiration non seulement pour le politique, les politiciens, mais aussi pour les populations qui mettent de la pression sur les politiciens parce qu'il y a un conflit, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans un autre pays. Mais ce symbole-là, si nos athlètes sont capables de se respecter et de jouer dans les règles du jeu, mais se respecter à la fin et de démontrer un respect envers quelqu'un dont peut-être il y a un conflit avec un autre État, mais sont capables de se donner cette main-là. C'est un symbole qui est très puissant envers non seulement les politiciens, mais les populations qu'ils représentent aussi. C'est très vrai ce que vous venez de dire, surtout le sport en temps de conflit. Cet exemple de poignée de main entre deux athlètes d'État qui ne sont pas forcément d'accord entre eux ou qui peuvent avoir des tensions, c'est vrai que cet exemple du sport comme espace de paix, et d'ailleurs la trêve olympique est un vrai symbole du sport comme espace de paix où au temps d'olympisme, tout conflit cesse et aucun conflit n'a prise sur la compétition. Et je pense que c'est un beau symbole dont on peut vraiment s'inspirer, non seulement dans la vie politique, mais dans la vie de tous les jours. Vous l'avez dit, parfois le conflit peut être vraiment terre à terre au sein d'une communauté, au sein d'une famille. Et je pense que c'est vrai que s'inspirer de ce respect et des valeurs qu'inculque le sport est déjà un premier pas vers la connaissance de l'autre et vers la paix. Et tu l'as soulevé tout à l'heure, Madina, et c'est un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Tu as parlé du sport comme étant une diplomatie douce. C'est très vrai, souvent on voit la diplomatie douce du côté culturel, par les films, par la musique, les livres, la mode, mais le sport est aussi un moyen peut aussi être un moyen de diplomatie douce, et j'aimerais avoir votre avis sur la manière dont il peut avoir un impact et une influence sur cette diplomatie. Effectivement, cette diplomatie sportive a des leaders aujourd'hui et c'est un véritable moyen pour les États d'asseoir une influence à l'international et d'avoir véritablement un poids géopolitique d'ailleurs assez important. Aujourd'hui, les leaders de la diplomatie sportive sont notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont aujourd'hui une stratégie qui repose sur l'accueil de grands événements mondiaux tels que par exemple la Coupe du Monde Qatar 2022. Et c'est une stratégie qui repose également sur de grands sponsoring et aussi de grands investissements au sein de grands clubs tels que le PSG. Bon, je ne suis pas une as du foot, mais quand même, je connais un peu. Donc le PSG à travers le Qatar et puis le Newcastle United à travers l'Arabie Saoudite. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la diplomatie sportive africaine est en marche et elle a salué. Et puis, elle s'inscrit quand même dans la volonté des États et des peuples d'être au cœur de la compétition et du positionnement international. Et cette stratégie, cette diplomatie africaine se manifeste là actuellement à Kinshasa par l'organisation de la 9e édition des Jeux de la francophonie ou encore par l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et j'irai même plus loin par l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 Tout à fait. Qui sera une première sur le continent africain. Donc aujourd'hui, je pense très sincèrement que cette vitrine politique et géopolitique du sport à travers la diplomatie sportive permet aux États africains de se positionner et d'avoir une influence. Mais par ailleurs, elle permet également de valoriser
les cultures, les identités et surtout le savoir-faire africain. Et puis, elle permet évidemment de créer des emplois et de redynamiser les territoires à travers notamment le tourisme sportif. Mais ce qui est bien également de souligner, c'est que aujourd'hui, dans le contexte africain, où il y a énormément d'instabilité, le conflit, j'aimerais revenir un peu là-dessus, c'est que il y a des exemples qui fusent parce que le sport est véritablement un outil de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Et en l'espèce, il y a un exemple parfait. C'est le match, peut-être que certains pourront s'en rappeler, quand j'étais toute jeune, mais je m'en rappelle quand même. C'est le match de la paix qui a opposé la Côte d'Ivoire à Madagascar en 2007. Oui. Et pour vous faire un peu une petite historique, que vous montrer à quel point le sport a un impact positif en tant que conflictuel ou post-conflictuel, c'est que ce match a été impulsé par Didier Drogba, qui était capitaine de l'équipe nationale d'alors, de l'époque, et dans un contexte de division politico-militaire de la Côte d'Ivoire, due à la guerre civile de 2002 et 2003. Mais plus d'une dizaine d'années après cette activité, ce match est gravé dans les esprits comme étant celui de la réunification des Ivoiriens entre eux, avec des actions et des symboles sociopolitiques très forts. C'était l'une des premières fois, pour ne pas dire la première fois en Côte d'Ivoire, qu'un match a été organisé à Bouaké, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique de l'Ouest, à Bouaké, ville du centre de la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un bastion des rebelles. Et on a vu pour la première fois les groupes rebelles et les forces de sécurité gouvernementales danser et vibrer au son de l'enthousiasme des supporters dans les gradins ensemble. Donc c'était vraiment un grand symbole qui a touché les Ivoiriens et qui a démontré une fois de plus qu'à travers le sport, on peut aboutir à la cohésion sociale. On peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sport est ce pont d'acceptation de toutes les divergences et de toutes les différences au nom de la cohésion sociale et de la paix. C'est un très bel exemple concret, très concret, de la manière dont le sport, là en l'occurrence le football qui est quand même le sport le plus fédérateur et l'un des plus politiques et l'un des plus politiques, mais comment justement on peut réussir à fédérer un pays totalement divisé à travers un sport. Exactement. Et Francis, je me tourne vers vous parce qu'avec votre regard de parlementaire, ce que je dirais, c'est un très bel exemple de Madina, mais aussi le sport peut... on a des principes de valeurs universelles dont l'ONU reconnaît et on sait que chaque pays mène son propre chemin vers ces valeurs universelles-là et je ne suis pas ici pour dicter à quel pays doit faire quoi, mais le sport peut être utilisé justement, par exemple, le rôle de la femme au sein de nos sociétés. Même les Olympiques, si je prends un exemple, il y avait une boxeuse au Canada qui était enceinte, ne pouvait pas participer pour se rendre aux Olympiques, mais là, ça l'a créé, c'est une barrière, c'est pas de sa faute, elle est enceinte, mais c'est une barrière que les hommes ne font pas face envers ça. Et c'est vrai, dans tout le rôle de la femme qu'elle joue dans la société, le sport peut être utilisé justement pour promouvoir et faire et reconnaître que la femme a des barrières dans la société et ce n'est pas de sa faute. Mais comment est-ce qu'on fait pour réagir à ça? Et justement, la façon qu'on traite ou qu'on organise le sport versus pour les hommes est différent pour les femmes. Et ça, il faut reconnaître ça, que la femme joue, elle est égale, elle représente plus que 50% de la société, elle est importante, elle joue son rôle, elle doit participer. Pour les parlementaires, par exemple, nous, à l'APF, on a un réseau des femmes, on l'a reconnu que la femme, encore aujourd'hui, fait face à des barrières. Si je parle d'harcèlement, par exemple, on sait que même au Canada, on a des commissions qui se penchent justement sur l'harcèlement des femmes dans les sports qu'ils ont subis. Et ça, il faut être transparent dans ces moyens-là, mais je trouve que le sport est une belle opportunité justement pour reconnaître qu'il existe des barrières dans la société et le rôle de la femme en est un bel exemple que nous pouvons utiliser et promouvoir ces valeurs-là à travers le politique. Je pense justement que et c'est une discussion que nous avons eue il y a quelques jours sur ce pavillon avec des sportifs, des activistes féministes, justement sur l'égale participation des femmes au sport et justement comment à travers le sport, on peut transcender les barrières et les discriminations qui existent dans la société et qui créent des tensions au sein de la société. Et comment, à travers le sport, on peut
par le dépassement des stéréotypes, par le déplacement des discriminations, par le dépassement des barrières, amener à une société plus juste et plus égalitaire. Et c'est exactement ce que vous soulignez, le rôle des femmes, mais également le rôle pour les personnes en situation de handicap, dont nous avons parlé également dans ce pavillon sur ce plateau. Donc le sport a un vrai rôle, pas juste d'unificateur au niveau du pays, même si c'est très vrai parce que tu viens de souligner, Madina, mais également au sein de la société, et de la société entre hommes et femmes, entre personnes valides et personnes handicapées. Le sport permet vraiment de transcender les différences. Oui. Il permet effectivement de transcender en ce sens qu'en réalité, le sport est aussi un lieu de dénonciation, de stigmatisation. Je me rappelle, avec les archives bien sûr, parce que je n'étais encore même pas pressentie, c'est qu'en 1987, si je ne me trompe pas, lors de la CAN qui s'est déroulée en Libye, c'était un lieu de dénonciation par Muammar Kadhafi de la politique de l'apartheid, par exemple, de la politique anti-impérialiste. Et donc, c'est des moments comme ça, c'est des vitrines qui permettent justement aux États qui accueillent ce genre d'événements de dénoncer les inégalités, les discriminations, les stéréotypes. Et justement, pour renchérir un peu ce que le président Drouin a dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas meilleur espace, il n'y a pas meilleur lieu que le sport, parce qu'à travers le sport, à travers ce lieu-là, il y a une conjugaison des genres, de tous les genres, tant masculin que féminin. On le constate aujourd'hui, le sport se féminise de plus en plus, et l'égalité entre l'homme et la femme dans le sport est en passe de devenir une réalité, parce que malgré tout, il existe beaucoup d'obstacles, comme j'ai dit, stéréotypes, inégalités, etc., ou encore discrimination. Et je pense aujourd'hui que, et d'ailleurs je profite de cette tribune pour inciter toutes les jeunes femmes africaines, les jeunes filles et femmes africaines et du monde, ainsi que les hommes, à suivre avec sororité et grand intérêt la Coupe du monde féminine de football qui se tient actuellement. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est grâce à la médiatisation du football féminin et au dévouement de ces femmes, de ces joueuses décomplexées et forte et volontariste, que le football féminin apparaît aujourd'hui comme un peu une autre forme de féminisme en action pour l'égalité entre l'homme et la femme, pour un meilleur traitement de la femme dans le domaine du sport qui est quand même un domaine assez machiste, assez sexiste et très masculinisé, si je peux m'exprimer comme ça. Et aujourd'hui, je pense que à travers cette lucarne qui est donnée à la Coupe du monde féminine de football, c'est un message fort, c'est un symbole fort qui est lancé justement. Et au-delà même de la simple égalité entre l'homme et la femme, c'est pour l'émancipation de façon générale de la jeune fille et de la jeune femme à travers la prise en compte plus transversale de grands principes qui ont fait le monde et l'Afrique. L'inclusion, l'intégration, la diversité et l'égalité entre les populations et surtout entre l'homme et la femme. Moi, je vais me pencher sur la question de l'équité salariale et justement au foot, on en parle. Mais ces principes-là, moi je crois à un moment donné, il y aura une conversation, une vraie conversation, à savoir que nous devons traiter c'est le même travail, que ce soit un homme ou une femme, c'est le même travail. Ce n'est pas normal, parce qu'il y a une différence de 1 seconde aux 100 mètres, qu'un homme va gagner 10 millions de plus versus une femme. Ça ne fait pas de sens. Mais souvent, ces leçons-là peuvent être appliquées dans notre société en général. Et je crois que je suis un homme, je suis avec 2 femmes, mais les hommes se doivent d'être des alliés envers les femmes, justement, et les appuyer dans ce cheminement-là. Et je le sais que ça ne se fera pas tout en même temps, mais on se doit. Moi, je prends un exemple. Si c'était ma fille qui participe au foot, par exemple, je suis très déçu, le Canada n'est pas là, mais ce serait ma fille, je le sais à quel point qu'elle a travaillé fort pour se rendre là. Autant que ce serait mon fils qui a travaillé très, très fort pour se rendre là. Les deux méritent d'être traités de façon égale. Et je trouve que le sport est une belle occasion. Et ces conversations-là, menées par les femmes à travers le sport, sont des leçons appliquées dans notre société en général. Et le sport permet d'avoir ces conversations-là. Le sport permet aussi de mettre en lumière des problèmes et des actions, notamment l'inégalité salariale ou l'égalité salariale. Et ce sont des problèmes qu'on retrouve
dans toutes les sphères de la société parfois. Et donc la manière dont le sport va traiter ces questions peut aussi avoir une incidence sur la manière dont le politique, les parlementaires vont se pencher sur une question ou sur une autre. Absolument, absolument, 100%. Et c'est des leçons que, encore là, ça permet un principe d'éducation. Si je prends même la façon qu'on traite nos militaires, les soins de santé envers nos militaires pour les hommes versus nos femmes. Moi, au Canada, j'ai appris que les femmes étaient sur le front en Afghanistan, mais pour recevoir les mêmes soins, devaient voyager jusqu'en Allemagne et les hommes avaient d'autres soins sur place. Alors, imaginez l'impact que ça a sur les femmes, même s'ils faisaient le même travail. Donc, il y a un principe d'éducation à reconnaître et je crois que le sport peut être utilisé justement pour éduquer les gens à savoir, oui, on se doit de traiter les femmes. Il y a des enjeux qui sont complètement différents, mais il faut les reconnaître. Il faut s'assurer qu'on puisse les traiter comme on traite les hommes. Cette question du traitement et des infrastructures, ça rejoint aussi quelque chose qu'on voit dans le monde du sport, mais également dans le monde de la politique, et c'est l'absence, je dirais en mettant de grosses guillemets, de femmes dans des rôles de leadership. Et plus il y aura de femmes dans des rôles de leadership, plus les infrastructures et les décisions reflèteront une certaine égalité dans la société. Effectivement, j'ai envie de dire qui de mieux que les femmes pour comprendre les problèmes des femmes, justement, parce que aujourd'hui, mais quoique ce constat est en train d'évoluer, parce que je pense que l'Afrique, parce que je m'attarde sur le cas de l'Afrique, parce que je suis africaine et je suis francophone, donc l'Afrique aujourd'hui est vraiment en phase d'être décomplexée. Les femmes n'ont plus ce complexe-là de s'engager en politique, de faire du sport. Après, quoique les cultures, les coutumes et les traditions sont différentes, et chaque société, je pense qu'il faut respecter le temps de chaque société à s'adapter à la contemporanéité, à la mondialisation, à la pression de la mondialisation. Bien sûr. Et on ne doit pas sauter les étapes. Non. Je pense qu'on doit faire comprendre aux femmes qu'elles ont leur place, elles le savent déjà. On doit leur montrer leur place et surtout leur laisser l'espace et leur mettre également les moyens à disposition pour qu'elles puissent tranquillement avoir véritablement un impact. Et cela dans tous les domaines de la société. Mais ce qu'il faut dire également, ce traitement-là, le président Drouin l'a dit, il part également de l'éducation. On a tendance à pointer du doigt les femmes sur leurs responsabilités dans la société, sans toutefois davantage pointer du doigt les hommes sur leurs devoirs envers les femmes dans la société. Et je pense qu'aujourd'hui, l'éducation également, je ne dirais pas africaine, mais ça c'est une éducation du monde, ça transgresse tous les continents, c'est de davantage éduquer les hommes à leurs devoirs envers les femmes et de donner aux femmes l'espace dont elles ont besoin, les moyens et de les accompagner dans leurs actions pour pouvoir véritablement avoir un rôle décisif dans la société, et cela peu importe les fractures qu'on peut constater en Afrique. Il y a une athlète qui était présente au pavillon il y a quelques jours, qui a participé à une palabre sur l'égale participation des femmes au sport, Nancy Chiaba, qui est ceinture noire de karaté, et qui racontait, qui a eu ces mots très forts, et qui disait que quand on entre pour s'entraîner, et Pamela Aplogan, qui était présente à la même palabre et qui est championne de basket et de judo, a fait écho à cette pensée, c'est que quand on entre sur le terrain ou quand on est sur le tatami ou au dojo, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles, il y a des athlètes. Bien sûr. Et donc le sport permet aussi de dépasser cette dualité de tu es une femme, tu es un homme, tu es un garçon, tu es une fille. Non, nous sommes des athlètes. Et donc il n'y a plus que la participation à un sport commun, à un socle commun, qui égalitarise complètement les deux genres, en fait. Oui. Et je pense que, comme tu le dis, Madina, ça commence très tôt. Exactement. Ça commence à l'école, ça commence dans les cours de sport, avec les professeurs, avec les entraîneurs. Et je pense que ça peut aussi se répercuter dans la société, dans les entreprises, au sein du monde politique. Effectivement, et ça se répercute déjà. Moi, je me retrouve justement dans ces propos, étant moi-même ceinture noire de taekwondo. J'aimerais pas faire peur aux hommes qui sont là, parce que donc effectivement, moi je me reconnais dans ce vocabulaire-là, parce que souvent, lorsque les femmes
donc rentrent sur le terrain ou encore viennent faire une compétition de combat, tout de suite les gradins, voilà, tout le monde sort des gradins, c'est ennuyant, etc. D'autres rigolent et tout. Mais moi, et je pense que les femmes doivent se comporter comme ça, n'ont pas d'autre choix de se comporter comme des hommes. Si on veut avoir malheureusement notre place, il faut qu'on puisse montrer qu'en réalité, on est des hommes avec grand H. Oui. Nous sommes des hommes avec grand H. Il n'y a pas cette question de dualité. Le vocabulaire ne doit pas être à géométrie variable quand il s'agit d'une femme ou d'un homme. Il faut qu'on puisse avoir le même respect quand on est en face d'une femme et à la fois en face d'un homme. Je prends un exemple très concret en politique. Lorsqu'une femme politique est très dure, on dit qu'elle est hystérique, qu'elle est euphorique. Mais lorsqu'un homme politique a de la poigne, on dit qu'il a de l'autorité. Ben c'est pareil en sport. Une femme en sport est vue comme molle, très volontariste de changement, envie de briser les codes. Mais effectivement, ce plafond de verre qui est là, il faut le briser à un moment donné. Si on ne le brise pas, nous, nos enfants le briseront, nos petits-enfants le briseront. Mais il faut que nous, on puisse ouvrir la voie, justement, pour que les futures générations puissent hériter d'une Afrique décomplexée et qui est justement capable d'accepter le statut de la femme égalitairement à celui de l'homme. Et si je peux me le permettre, un exemple, vous avez mentionné, Madina, justement, le fait que quand les femmes vont faire un sport, les gradins se vident. Et un très bel exemple hier, la compétition de judo, c'était les femmes et les hommes en même temps. Donc, et l'ambiance était très... La RDC sait comment créer de l'ambiance. Même pour un match de judo, j'avais jamais vu autant d'ambiance. Mais c'est des changements que les organisations peuvent faire. Et c'est juste un petit changement, mais ça donne au moins... C'est un principe d'éducation que les femmes ont autant leur place, mais il faut être habitué. Et ça motive et ça inspire les jeunes filles, justement, à peut-être pratiquer un sport, à peut-être dire que oui, je suis capable, moi aussi, d'être en politique. Madina, c'est la future présidente de la Côte d'Ivoire. Je le dis, c'est moi qui le dis, mais quand même, juste le fait que Madina a voulu se joindre en politique, retourne 30 ans passés, 40 ans passés. J'ai la chance de parler avec plusieurs femmes parlementaires et encore à ce jour, ils subissent du harcèlement, dont les hommes, que ce soit la violence en ligne. Lorsqu'on parle d'une stratégie numérique, il faut protéger les femmes en ligne. Ils subissent... Moi, je subis de la violence, mais c'est rien comparé à mes collègues parlementaires, ce qu'ils subissent. Et c'est la même chose pour les femmes en sport aussi. Mais il faut tranquillement le changement, l'éducation, on peut faire des choses. Et le judo hier, c'est juste un petit exemple, mais c'est tellement, ça fait un changement. Là, 20 ans passés, ça aurait été deux compétitions complètement séparées. Exactement. Et les gradins auraient été justement, ils seraient vidés. Oui, parfois il suffit de pas grand-chose, d'un tout petit geste vers l'autre. Et c'est ça que montre le sport et cet exemple de la compétition de judo qui mêle les athlètes masculins et les athlètes féminins ensemble dans la même salle, montrant que c'est exactement le même sport qui est pratiqué, ce sont les mêmes prises. Je trouve que c'est un bel exemple. Exactement. Et Madina, tu as évoqué les générations qui nous suivront. Oui. Et moi, je voudrais savoir, pour conclure, est-ce que vous avez un message à adresser à ces générations qui nous suivront, que ce soit pour le sport, que ce soit l'engagement politique? Pour parler très dans le langage des jeunes, je dirais que nous, on va faire le taf. On va déjà faire le job, on va faire la responsabilité qui nous incombe pour justement leur laisser un bel héritage. Moi, je trouve que l'Afrique aujourd'hui est dans une dynamique quand même très intéressante à suivre. C'est vrai, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler d'instabilité, sans parler de conflit, mais on peut également parler de l'Afrique en parlant de son savoir-faire, de ses potentialités, de sa jeunesse, des femmes, des infrastructures qui sont en train de naître, des politiques publiques qui sont en train d'évoluer par la pression de la société, des mouvements civils. Et je pense que c'est quand même un message d'espoir, d'optimisme et puis d'engagement concret de toutes les couches de la société pour que cette Afrique tant souhaitée dans le cœur des Africains, dans le cœur de ceux qui aiment l'Afrique et qui participent au développement de l'Afrique, soit demain un vrai, je dirais pas, soit demain une vraie réalité. Il ne faut plus qu'on reste dans ce rêve africain de changement. Il faut qu'à un moment donné, on arrête de parler beaucoup et on travaille beaucoup plus pour changer véritablement les choses. Bien dit, Madina. Écoute, je réalise que nos démocraties sont mises au défi partout à travers le monde.
La jeunesse, avec leur téléphone, est habituée d'avoir quelque chose rapidement. Le changement ne se fait pas comme ça dans nos démocraties, mais moi, je suis convaincu encore à ce jour que la démocratie demeure le meilleur moyen à atteindre nos objectifs dans notre société. Oui, il y a des défis, mais il y aura des défis dans tout ce qu'on va entreprendre. Et on ne peut pas monter tout l'escalier sans prendre chaque marche pour monter cet escalier-là. Alors, si j'ai un message à dire aux jeunes ou à la prochaine génération, c'est impliquez-vous, que ce soit dans le sport, dans votre communauté. Si vous voulez du changement, ça passe par vous. Vous avez le pouvoir de faire ce changement-là. Merci, Monsieur Drouin, merci Madina pour ces paroles pleines d'espoir et pleines d'entrain. Et c'est vrai que le sport est un vrai moteur dans la société, est un vrai moteur de changement, est un vrai moteur unificateur, est un vrai moteur fédérateur. Et moi, je rejoins Madina et je rejoins le président Drouin. Si vous voulez le changement, il faut s'impliquer. Que ce soit au sein du sport ou au sein de la société, il n'y aura pas de changement sans implication. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous à Kinshasa et n'hésitez pas à nous rejoindre pour d'autres palabres sur des sujets autour du sport. Merci.